Ceux qui se réinventent sont dans Be Inspired avec Société Générale. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Be Inspired. C'est la rencontre avec des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Des personnes qui, à leur façon, ont décidé de changer le monde et qui nous inspirent. Ma première invitée est Catherine Testa, une femme qui fait partie de la génération des entrepreneurs engagés. Après avoir travaillé une dizaine d'années dans les domaines du développement durable et du digital, Catherine fonde l'Optimisme, le premier site qui met en avant les initiatives positives en France. Elle est également auteure de 3 livres, de 2 best-sellers, Oser l'optimisme et Oser être soi-même, même au travail. Mon deuxième invité est Cyril de Latéry, à Brain Electro-Libre. Après avoir créé une start-up à San Francisco, vécu en Espagne, travaillé dans le marketing de la production audiovisuelle, s'être passionné pour le digital, il décide de jouer avec l'écriture sur tous les supports, publicité, télévision, internet, radio, avant de se lancer dans le théâtre. Et vous, comme lui, êtes-vous prêt à quitter en 24 heures votre pays pour une personne qui a su faire battre votre cœur? Comme nos 2 invités, allons-nous oser mettre de l'audace, de la passion dans nos vies? Bienvenue à vous qui nous rejoignez. C'est parti pour 2 découvertes très inspirantes. Alors, j'ai le grand plaisir d'accueillir Catherine Testa, une femme pleine d'énergie. Passionnée par la physique quantique, Catherine a travaillé de nombreuses années dans le développement durable et le digital, avant de voir sa vie bouleversée par l'optimisme. Depuis 2016, elle enchaîne les initiatives autour de ce mot. Elle crée un média écrit, des formations, des conférences, des livres, elle conduit une émission radio. Bref, vous l'avez compris, Catherine ne manque pas d'idées pour nous inspirer. Mais d'ailleurs, Catherine, tu consacres aujourd'hui ta vie à défendre l'optimisme. Mais alors, quel est ton moteur, là? Je pense que mon moteur, c'était presque de la survie. Retrouver le goût de l'enthousiasme, retrouver l'envie d'agir. Et je crois que si j'étais pas partie dans l'optimisme, je serais allée éco-anxiété, collapsologie. J'aurais peut-être choisi ce courant. Et donc, être pessimiste, ça sonne adulte, être sérieux. Et puis, au contraire, l'optimisme, c'est un peu bisounours, naïf, etc. Mais alors, toi, comment as-tu réussi à concilier les deux pour être invité partout à l'international pour en parler? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que je viens d'un domaine scientifique. Je viens du domaine du développement durable. Quand tu as travaillé sur ce domaine entre 2005 et 2015, globalement, on ne peut pas te penser optimiste naïve. En fait, en France, on a cette caricature de l'optimisme. On confond un peu l'optimisme avec la béatitude, un peu niais, tu vois, une sorte d'intellectualisme, en fait, français. Alors, l'optimisme, ça ne veut pas dire nier les problèmes, ça veut dire faire le constat des problèmes et se dire on a besoin d'optimisme, d'enthousiasme pour agir, que ce soit une transformation d'entreprise, que ce soit à titre personnel, parce qu'on se dit que voilà, notre parcours de vie ne nous convient pas forcément. L'optimisme, c'est le prérequis à toute action. Et on ne peut pas s'en moquer, en fait, on en a besoin, c'est une force motrice, en fait. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, tu nous parles d'optimisme, mais tu nous parles aussi de vulnérabilité. Ouais. Et pourquoi c'est tellement important pour nous, justement, d'avoir ces 2 éléments? Parce qu'en fait, j'ai compris que pour agir, en fait, il faut se savoir capable d'eux. Et souvent, on se sent trop petit. Tu vois, moi, souvent, j'ai des gens qui viennent me dire « Je ne suis que journaliste, je ne suis que RH, je ne suis que dirigeant. » Et parce qu'on se compare sans arrêt aux autres. Et la réalité, moi, mon enjeu, c'est de montrer que tout à chacun, moi je suis une citoyenne lambda, vraiment, est capable de faire quelque chose avec ses vulnérabilités. La réalité, c'est que je suis nulle en comptabilité, par exemple, j'ai de la dyslexie avec des chiffres, mais finalement, pour monter une entreprise, je me disais, il faut être un bon comptable, il faut être un bon vendeur, il faut être ceci, il faut être cela, parce que sur les réseaux sociaux, on a cette illusion de l'autre qui est incroyable.
incroyable. Moi, mon enjeu, c'est de dire, bah non, la réalité, c'est qu'on a tous des zones de talent, des zones de compétences, mais on est tous des petites choses qui essayons de faire quelque chose. Et montrer sa vulnérabilité, bah, ça permet aussi peut-être d'enlever un peu, tu sais, ces réseaux sociaux, vie parfaite, famille parfaite, bien rangée, cette illusion qu'on peut avoir de la vie des autres, parce que pour agir, il faut se savoir capable d'eux, en se disant, bah voilà, je suis juste une petite simple personne, mais je suis capable de faire quelque chose. Et d'ailleurs, tu n'as pas l'air de tellement aimer les masques sociaux. Non, j'aime pas les masques sociaux. J'ai mis du temps, tu vois, à comprendre que je suis pas du tout à l'aise socialement. Quand je vais dans des événements, si je suis pas celle qui intervient, globalement, où tout le monde vient me parler, bah, je suis celle qui va raser les murs. Parce que j'ai un peu peur, tu vois, je suis pas à l'aise, je suis plutôt une timide, je suis une introvertie. J'ai mis du temps à me dire, mais non, moi j'adore être derrière mon ordinateur et exprimer qui je suis. Souvent, on me dit, oh, c'est marrant, tu es comme ce qu'on voit sur les réseaux. Bah oui, ça me paraît normal. Alors que tu sais, tu vois, quand tu vas un peu, parfois sur LinkedIn, mais parfois sur tous les réseaux, tu as l'impression que bah voilà, tu as des gens qui ont des postes incroyables dans toutes les entreprises. Et tu te dis, c'est juste, tu vois, c'est des casquettes qu'on se met. Et cette forme d'authenticité, en fait, qu'on va chercher chez l'autre, bah, ça court-circuite un peu tout ce qui peut être. Parfois, on va se parler parce qu'on a des bons métiers, on a des bonnes carrières, etc. Moi, ça fait longtemps que j'ai mis ça de côté, en fait, et je parle à des gens, en fait. Et cette vulnérabilité, j'adore, tout le monde est vulnérable, tout le monde nous exprime des vulnérabilités. Mais alors, quel conseil tu nous donnes pour arriver à exprimer de manière confortable nos vulnérabilités? Alors déjà, il faut les connaître. Faut les connaître, tu vois. Moi, j'ai mis du temps à les accepter en me disant, bah non, moi, allez, au-delà de 2 personnes dans un rendez-vous, je panique presque. Allez, 3, 4, ça va, mais au-delà de ça, faut les connaître. Faut se dire, bah c'est pas parce que je ne sais pas faire quelque chose, c'est pas parce que j'ai cette vulnérabilité que bah ça va m'empêcher, parce que je vais pouvoir avoir des stratégies de contournement. Moi, par exemple, j'ai un trouble j'ai un trouble. Je sais même pas le dire, tu vois. J'ai un TDAH, en fait. Alors bon, pour ceux qui vont comprendre, c'est un trouble de l'attention avec hyperactivité. Ça veut dire que je peux partir facilement dans le décor, je peux procrastiner, c'est un schéma mental. Une fois que je l'ai accepté, je me suis dit, mais ils sont où les autres qui ont ça, en fait? Et c'est là où je me suis dit, il faut le dire en disant, c'est une particularité, en fait. Mais on a tous des particularités, c'est une couleur, mais c'est pas nous en entier. On a tous des vulnérabilités, mais en parallèle, on a tous des forces. Alors voilà, soyons à l'aise avec ça une fois pour toutes. Et je dis souvent, toi imparfaite, moi imparfaite, ou moi imparfaite, toi imparfaite, tout va bien dans ce cas-là, on va pouvoir échanger et bien se comprendre. On va y arriver. On va y arriver. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses aussi de ce côté politiquement correct, ce côté policier, non aseptisé? En fait, tu vois, on aseptise beaucoup les mots. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est plus politiquement correct de dire qu'on est gros. Tu vois, alors moi, je peux le dire, tu vois. Alors, je vais pas le dire comme ça forcément, mais tu sais, on contourne. Mais en fait, c'est pas le poids des mots qui est important. Il faudrait qu'on soit gros, petit, grand, qu'on ait un trouble, handicapé, un trouble de la santé mentale. En fait, c'est des couleurs. Quand on sait qu'une personne sur 5 a un trouble de la santé mentale aujourd'hui, ils sont où tous ceux qui s'expriment? Et pourquoi on se sent si seul, en fait, quand on a une caractéristique où on se dit, mais pourquoi on ne voit pas les autres? C'est tout simplement parce que les autres ont communiqué sur leurs forces au lieu de communiquer sur leur vulnérabilité. Je me dis que le monde irait beaucoup mieux si on se disait... tous vulnérables, tout va bien, surtout dans une société actuellement. Je veux dire, le monde y bouge, la planète elle tremble, les entreprises elles tremblent, tous les salariés sont secoués. Aujourd'hui, qui n'est pas secoué, qui ne craint pas pour quelque chose en fait. Par contre, on a la capacité, c'est pour ça que je reviens un peu avec l'optimisme, une fois qu'on se dit ok, on fait un constat et après on retrouve le goût de l'enthousiasme en fait, et s'enlevant un peu ces idées de perfection. J'ai pas rencontré quelqu'un de parfait encore. Et d'ailleurs, par rapport à l'optimisme, comment fais-tu particulièrement en ce moment, on a quand même un peu la totale. Ouais. Et donc, comment on fait justement en étant concret et pas bisounours pour traiter le sujet de l'optimisme? En fait, on commence déjà par se dire qu'on ne va pas pouvoir traiter tous les sujets du monde, en fait. Non. On commence par accepter ceux pour lesquels on ne va pas agir, parce que moi, il y aurait 1000 combats, en fait. Hein, tu vois, limite, je pourrais ne parler que du trouble de l'attention, tant je pense que c'est important aujourd'hui de le dire, et tant finalement, quand je communique dessus, les gens viennent me voir là-dessus. Mais derrière, il faut choisir sa cause, en se disant, ok, j'espère que d'autres vont prendre les autres causes. Il faut choisir sa cause, la connaître, et derrière,
contribuer. C'est-à-dire que tu vois, souvent je dis que voilà, l'optimisme c'est le prérequis à toute action. Hein, que tu ailles sur un cours de tennis, que tu changes de compagnon, de compagne, ou que tu changes de boîte, de cursus. Et ben, c'est tout simplement de se dire, ok, sur quoi est-ce que j'agis à un instant T, pas en se mettant les œillères du reste du monde, mais de se dire, moi je contribue. Et du coup, c'est parce que je vais agir sur un sujet que je vais voir un ROI, un retour sur investissement, où je vais me dire, mais je contribue à une toute petite échelle, c'est pas grand-chose, mais je fais quelque chose. Et contribuer, c'est se lancer dans un projet associatif, c'est dans son entreprise, c'est dans son couple, c'est dans sa vie sociale, c'est dans son, voilà, c'est dans son asso, c'est partout en fait. Et c'est pas la peine de se dire qu'on va changer le monde en communiquant sur les réseaux sociaux, tu vois, voilà, tout le monde, c'est pas la vocation de tout le monde quand même, faut le dire. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu apportes comme élément, comme matière aux entreprises aujourd'hui qui t'appellent pour remettre de l'optimisme? Je pense que j'apporte un regard décalé, en fait. Tu vois, avec l'optimisme, il y a beaucoup de self-empowerment, tu vois, allez, on va y aller, en fait, tu vois, du leadership au féminin, de ça. Et moi, j'arrive avec un regard décalé en disant, mais regardez le monde, en fait. Regardez comment on est biaisé par notre regard qu'on peut avoir sur l'actualité, notre regard qu'on peut avoir sur les autres. Moi, la QVT, la qualité de vie au travail, c'est un sujet qui est fondamental pour moi, parce que c'est une déclinaison à la fois de la RSE, mais ça fait 10 ans, ça fait 15 ans maintenant. J'ai l'impression que tout le monde agit. Parce que mon algorithme me montre ce que j'ai envie de voir, en fait. Et par contre, il y a des sujets que je ne vois pas du tout en ce moment parce que ils ne passent pas dans mon algorithme. Et donc, pour être optimiste, c'est aussi se nourrir, finalement, d'émissions comme la tienne, de personnalités qui avancent pour se dire « Ah, je sais que ça ne va pas, mais il y a des gens qui agissent, en fait, et moi, sur quoi je peux agir ?» Donc, c'est contrôler sa consommation, déjà, de réseaux sociaux. C'est terrible à le dire parce que, voilà, j'interviens sur les réseaux sociaux, mais c'est, voilà, s'entourer de personnes inspirantes, voir aussi la beauté chez les gens. Tu sais, on est souvent dans la critique. Ah, il fait ça, mais regarde, il s'est pas rendu compte de ça. Mais toute personne qui agit à un instant T, elle est elle-même en train d'apprendre. Donc, elle se rend compte, in fine, au fil des années, de ses propres limites. Et d'avoir ce regard un peu magique sur l'autre en se disant, voilà, je vais m'enthousiasmer de ce que l'autre fait, même si je ferai pas pareil. Il agit à son échelle. Donc, c'est vraiment transformer son regard. Et c'est pour ça que l'optimisme, ça se travaille, en fait. Tu vois, c'est au quotidien, choisir en fait ce qu'on consomme et agir. C'est vraiment la combinaison entre les deux. Et pas agir que pour soi, agir pour le collectif. Parce qu'on est dans une société où on est de plus en plus seul en fait. Hein, les réseaux sociaux, le fait qu'on mange chez soi parce qu'on commande Uber Eats pour ceux qui sont dans des villes, qu'on regarde Netflix, tu vois, finalement on est de plus en plus isolés. Ce qui nous rend heureux, ça a été prouvé, c'est le lien social en fait, c'est rencontrer les autres. Donc un des vrais conseils, et je sais qu'on est à la mode du télétravail, que tout le monde, alors le télétravail, toute mon équipe est en télétravail, mais aller rencontrer des gens, on échange des molécules, on échange des sourires, on échange bien plus que juste de l'information, et c'est ça qui nous rend heureux, c'est de transformer le regard qu'on a sur l'autre. Mais Catherine, tu es d'accord que tu es écrivain aussi? Oui. Tu as écrit des best-sellers. Oui. Donc, oser être soi au travail. Mais alors, maintenant que tu les as écrits, qu'est-ce que tu peux partager avec nous comme clé pratique pour oser être soi partout? Ça va être de dire les choses. De dire je suis ça, en fait. Mais derrière, j'ai ça. Donc c'est de connaître ses forces, on drafte ses forces d'abord, et derrière, on exprime sa vulnérabilité. Mais c'est le binôme entre les deux, tu vois. C'est, j'ai un trouble de l'attention, par contre, je bosse vachement vite, donc je compense. Par contre, je suis ceci, je suis cela. Et du coup, ça va être de l'exprimer, en fait, comme ça, et de se savoir capable. Parce que, en fait, souvent, à l'enfance, on a pu nous dire mais je sais pas, tu sais faire du dessin, le dessin c'est pas intéressant, faut faire des mathématiques. Enfin voilà, on a été nombreux à peut-être être nourris de ça, et ça dépend de la famille dans laquelle tu tombes. Et du coup, on a pu mettre nos propres talents très loin, en fait, ensevelis un peu sous la terre, et on oublie qu'on est capable de faire ça. Donc le premier switch, il est moral, en fait, il est mental, il est dans la tête. Si on est en déficit de confiance soi-même, on va pas oser s'exprimer. Parce qu'on va avoir peur du rejet, on va avoir peur de dire sa vulnérabilité. Finalement, c'est facile pour moi, pour des artistes, pour d'autres personnes. Une fois que finalement, tu es dans ta zone de talent, tu peux dire toutes tes vulnérabilités. Pourquoi tous les chanteurs sont en train de dire qu'ils sont dyslexiques, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, ou pourquoi les dirigeants osent exprimer, c'est parce qu'ils n'ont pas cette peur-là. Donc l'enjeu, c'est d'abord de travailler sur sa peur, se faire accompagner. Moi, j'étais en retard aujourd'hui parce que j'étais chez mon psy. Mais du coup, tu vois, se faire accompagner par des coachs, des psys, des collègues, des mentors, peu importe en fait. Mais travailler sur soi pour se mettre au service du collectif. Travailler sur soi, c'est pas égoïste en fait. C'est mieux se connaître pour se dire,
Se mettre au service du collectif. Et oui, et un groupe, il est d'autant plus intelligent. Ça a été montré que les personnalités sont différentes à l'intérieur du groupe, que tu as des backgrounds culturels différents, que tu aimes des musiques différentes, que tu as des passions différentes, que tu es blonde ou brune, que tu parles trop vite, que tu vois. Peu importe, en fait, c'est cette différence qui rend le groupe plus fort à partir du moment où on sait s'écouter, à partir du moment où on trouve que l'autre, on comprend que l'autre, c'est pas parce qu'il est différent qu'il n'est pas merveilleux, en fait, et que c'est cette différence qui va être apprenante pour nous, parce qu'on est dans une société du rejet de l'autre qui est un peu différent, tu vois. Tu parlais du handicap tout à l'heure, mais c'est un peu ça. On se dit les différents, du coup, pas pareil, on connaît pas comment faire, en fait. C'est sûr. Et à partir du moment où c'est évident pour tout le monde, bah, ça simplifie les échanges. C'est sûr. Donc, merci beaucoup, Catherine, de nous permettre en fait, d'être nous-mêmes, d'accepter nos vulnérabilités. Tout ça, c'est profondément inspirant. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'accueillir Cyril de la Terry, que beaucoup d'entre nous connaissent aussi sous le pseudo de Baba. Rebelle, touche à tout et passionné d'écriture, Cyril nous invite à exploiter nos talents multiples. Parce qu'on se le demande, choisir doit-il toujours être synonyme de renoncer à quelque chose? Cyril, mais alors d'où te vient ce côté rebelle et passionné? Eh bien, je ne sais pas, Virginie. Je crois que ça vient de l'envie de vivre intensément tout, à chaque seconde, de chaque minute, de chaque journée. Parce que j'ai eu très tôt conscience qu'on allait mourir. Ah. Et donc, en tant que fils unique, seul au monde, sans frère ni sœur, je devais vivre avec cette conscience. Donc, je me suis mis à jouer très tôt, à écrire beaucoup, à dessiner, à courir dans tous les coins. Première chose. Et la deuxième chose, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère paternelle assez punk, qui m'a incité le plus souvent possible, pas à désobéir, mais à aller aux frontières du possible, tout en étant autoritaire de l'autre. Donc j'ai vécu dans une espèce de monde un peu bizarre, à la fois strict et un peu punk. Donc c'est ça, ce côté rebelle. Après, il ne faut pas exagérer non plus, j'ai pas fait la révolution, mais ça va. Mais comment fais-tu justement pour changer d'univers, de mode de vie aussi facilement et que tu as des clés à nous partager? Alors, changer d'univers facilement, alors c'est vrai pour ceux qui me connaissent pas, et ils sont nombreux, c'est que j'ai changé d'univers, je suis passé du marketing à la pub, à la production audiovisuelle aux conférences et au théâtre, en écrivant beaucoup pour l'humour, pour le théâtre. Et sans jamais vraiment me demander si c'était grave, si c'était, oulala, changement de carrière, je vais tout perdre, tout ce que j'ai fait avant, les gens vont pas me reconnaître, ou j'en sais rien. J'ai toujours pensé qu'il fallait y aller, sans trop réfléchir, parce que si on réfléchit, on arrête, et en me lançant avec le plus d'intensité possible, avec le plus de passion, de sérieux, quand bien même c'est dans l'humour, la plupart du temps. Mais donc voilà, j'ai fait ça, et après, je me suis planté. Je me suis planté une fois sur deux. J'ai calculé exprès pour l'émission. On me disait, si on me demande est-ce que ça a marché, bah, ça a marché une fois sur deux, ce qui n'est pas si mal. J'ai monté 4 boîtes, j'en ai planté 2. Donc 2 sur 4, ça va. En scène d'encours, ça va, donc c'est bien. Et puis j'ai joué 3 pièces, j'en ai réussi 2. J'ai écrit pour une autre humoriste et ça a marché. Donc voilà, il faut y aller, quoi. Donc j'hésite pas, on verra. Mais d'ailleurs, tu me parles d'humour, et ça, j'ai l'impression que c'est une route, quel que soit finalement que tu as traversé le marketing, la communication, l'audiovisuel, et que l'humour ne cache pas quelque chose. Ah ouais, on rentre dans la psychanalyse, Virginie. Oui, c'est ça. L'humour cache quelque chose. Moi, je pense que les gens les plus déprimés et dépressifs que j'ai rencontrés sont les humoristes, ça c'est sûr. Et toi, fais-tu partie? Ah, moi, je suis dépressif, ouais, moi, constant. Mais je vis avec un petit fond de dépression. Pas une énorme dépression, mais un petit fond, mais depuis enfant. Et quand tu apprivoises ta dépression, il faut bien lui trouver un petit canal pour s'exprimer, sinon tu te fais des maladies. Donc moi, le canal, c'est l'humour que j'ai essayé vraiment de mettre partout. Dans la pub, dans le marketing, dans le théâtre, voilà. Et donc parfois, justement, j'ai quitté des projets parce qu'il n'y avait plus d'humour, où les gens avaient perdu leur humour, ou j'étais en train de perdre mon humour. Donc ça, c'est un bon référentiel, c'est quand tout d'un coup, ça devient plus très drôle, il faut mieux s'en aller. D'accord. Et le mot vérité a une signification particulière pour toi? Pourquoi? Le mot vérité, oui. Bah, écoute, j'ai constaté dans ma propre vie qu'à chaque fois que je m'éloignais de ma vérité, je ne pense pas qu'il y ait une vérité, c'était un échec. C'est-à-dire que si je me mentais à moi-même, si je mentais aux gens,
Par exemple, on t'appelle pour faire une conférence sur un sujet, ça tombe bien, tu avais besoin d'argent, tu dis oui, je sais le faire, tu mens. Finalement, tu ne sais pas la faire, tu es dans la douleur, tu es dans la souffrance, ça se voit quand tu la donnes, les gens ne sont pas contents, tout ça, c'est de l'échec. Donc en grandissant, j'ai appris à éliminer les zones de mensonges, à moi d'abord, je ne parle pas aux gens, je ne passe pas ma vie, mais à dire non, ça je ne sais pas, ça je ne veux pas, ça j'y vais. Parce que j'ai constaté en deux que la vérité est imparable. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un qui est vraiment dans sa vérité, on n'a rien à dire. Et d'ailleurs, souvent, on est entraîné par cette vérité. On le suit aveuglément, on y va, vas-y, on l'aide. Quand on dit quelque chose qui est cohérent avec soi, ça passe dans tout. Donc, et même si ça ne fait pas plaisir à entendre. Même si ça ne fait pas plaisir à entendre, mais à la fin, on regrette toujours à la fin, sinon ça ne fera pas plaisir plus tard. Donc autant le dire tout de suite. C'est douloureux parfois de dire la vérité, ça fait même peur à soi. On est là, voilà, est-ce que je le dis? Est-ce que je ne vais pas faire du mal? Mais en fait, ça fait un bien fou. Et puis c'est cohérent. Non, moi, en grandissant, après, j'ai encore des zones d'ombre, mais en grandissant, je crois que j'essaie de m'approcher de cette vérité-là, de pas me mentir. Et professionnellement, comment ça se passe? Professionnellement, c'est pas simple parce qu'on est obligé de travailler avec les autres. Et ça, c'est l'enfer, parce que les autres, Virginie, je suis pas le seul à l'avoir dit, mais l'enfer, c'est les autres. Mais oui, parce qu'il faut faire des compromis. Et là, c'est là où j'ai du mal. C'est-à-dire qu'effectivement, enfant unique, qui grandit, qui fait ce qu'il veut, qui part en voyage, qui va vivre au bout du monde et qui revient et qui se retrouve dans des systèmes d'entreprise classiques, il faut apprendre à rester sage, à composer, à écouter, mais en même temps, c'est passionnant, parce que moi, j'aime bien ces histoires, c'est du théâtre. L'entreprise, c'est un petit théâtre pour moi. Mais alors, comment tu dis là, avec la vérité, justement Non, mais je ne deal pas. D'ailleurs, je travaille en ce moment avec une société qui s'appelle Pentalogue depuis 3 ans. C'est une boîte française dans l'informatique. Moi, c'est un truc sérieux. Et je crois qu'ils m'ont fait venir justement parce que je disais la vérité. C'est-à-dire que je suis hors cadre. D'ailleurs, je ne suis pas salarié, je suis en externe. Et je leur dis exactement tout ce que je pense, tout le temps, depuis 3 ans. Et ça, c'est assez jouissif comme liberté de dire non, ça c'est nul, ça je ferai pas, ça j'aime pas. Alors après, je prends des risques, mais pas énorme. Et le digital aussi te passionne? Le digital. En plus de l'humour. En plus de l'humour, oui. Et tu as décidé de faire une conférence. Mais alors, que partages-tu par rapport à ça? Alors, le digital, en fait, je ne sais pas exactement ce que c'est, le digital, mais ça fait 20 ans que je baigne dedans. Et j'ai jamais considéré que c'était très différent de la vraie vie, le digital. Pour moi, c'était juste un outil. Et très vite, je me suis dit, c'est juste un outil qui permet, au lieu d'avoir 3 amis, c'est d'en avoir 300. Ou peut-être 3000. Et donc, j'ai utilisé ça comme un jouet. Mais j'ai jamais exposé ma vie privée, paradoxalement, alors que j'écrivais tous les jours. J'ai jamais montré les photos de mes enfants, ni rien. Parce que j'ai tout de suite senti que c'était comme la vraie vie, mais en plus fun. Donc, j'ai jamais eu vraiment de soucis avec le digital. Personne m'a jamais insulté. Ou alors, quand on m'insultait, je supprimais immédiatement. J'ai jamais pensé que c'était un espace de non-droit où on pouvait dire ce qu'on voulait. Pour moi, c'est comme ma maison. Donc, si tu viens m'insulter, tu t'en vas. Et donc, le digital, pour moi, c'est comme la vraie vie. Donc, je gère ça tranquillement. Et je fais une conférence qui s'appelle Digital Thérapie, justement, pour expliquer que c'est la vraie vie. Comment on s'en sort. Parfois, il y a des excès. Parfois, il y a des abus. Quelle est l'innovation à l'intérieur de tout ça qu'il faut garder et l'innovation qu'il faut rejeter? De quoi il faut avoir peur ou pas peur? Et évidemment, c'est une conférence plutôt drôle, mais pas que, avec du fond, que je vais donner dans les entreprises. Et quels sont les punchlines que tu préfères dans cette conférence? Les punchlines? Oui. J'ai pas de punchline, mais c'est des vannes, tu vois. C'est comme j'ai fait 3 spectacles. En fait, j'appelle ça une one-man conf. C'est un mélange de one-man show et de conférence. Alors, les punchlines, qu'est-ce que je peux te dire qu'avant, à mon époque, on lisait du Victor Hugo en espérant qu'on soit très riche. Maintenant, on joue à Candy Crush en se disant qu'on va crever, tu vois. Oui. Tu vois, c'est des punchlines positives. Très positives. Inspirantes. Inspirantes. Ouais. Fascinantes. Et tu as d'ailleurs une tendresse particulière pour les femmes. Et qu'est-ce que tu auras envie de partager avec elles? Une tendresse pour les femmes. Oui, alors ça, je ne suis pas le seul non plus. Non, sérieusement, je me suis aperçu en grandissant, parce qu'il m'arrive de faire, pas du coaching, mais j'accompagne des gens pour essayer de les aider dans leur expression. Et leur expression passe souvent par des tonnes de choses à voir qu'il y a derrière, qui ne sont pas éclos.
je sais plus. Et les femmes en particulier, c'est pas que j'ai une tendresse particulière, c'est que il y a 2 sujets qui me passionnent chez les femmes, qui sont l'indépendance et l'autonomie financière, qui est le point commun que j'ai vu chez toutes les femmes qui, à partir de 40-45 ans, une fois qu'elles ont géré leur maternité, qu'elles se sont un peu sacrifiées, veulent revenir sur le marché, si je puis dire, et se retrouvent face à tout un tas de questions, souvent dépendantes de leur mari ou de leur ex, ou peu importe. Et donc, il y a un vrai sujet, moi, qui m'intéresse, qui, je pense, devrait être enseigné à l'école, aux petites filles et aux petits garçons à l'âge de 10 ans, c'est comment gérer sa vie d'un point de vue financier. Parce que j'ai jamais vu de femmes très agressives quand elles étaient indépendantes et autonomes financièrement. Elles n'étaient pas dans la guerre, elles étaient plutôt dans l'accomplissement, dans l'entraide. Il y a quand même des vrais sujets à gérer, mais en tout cas, l'autonomie financière, ça devrait être un sujet clé. Moi, j'ai une fille de 19 ans et c'est le premier truc que je lui ai enseigné, quoi qu'il arrive, c'est soit autonome et indépendante. Et le deuxième, c'est la confiance, que j'ai aussi aperçu chez les femmes à partir de 40 ans. C'est cette crise de confiance, parce qu'elles ont quitté le système... par choix ou pas par choix, mais peu importe, parce qu'elles ont dû faire des enfants et elles sont revenues. Et puis, le temps a passé, elles ne sont plus attendues, leur diplôme, ça fait loin. Et voilà. Et ça, c'est des moments clés que moi, j'aime, pas que j'aime bien, je m'en passerai, mais c'est ces moments-là où aider à retrouver le talent, la joie, la confiance, se dire que c'est possible, ce qu'on a fait, c'est pas nul, qu'il y a tout un tas de boulevards, parce qu'il reste 40 ans à vivre. Voilà, c'est ces moments-là que j'aime bien. Donc, oui. Parce qu'en réalité, tu as une vraie générosité de cœur et tu partages au travers de tout ce que tu as vécu, tous les rebondissements que tu as pu avoir de ta vie par rapport à tout ça. Alors, c'est difficile de dire que j'ai une vraie générosité de cœur, parce que je ne suis pas l'abbé Pierre, loin de là. Non, je n'ai pas de générosité de cœur. En revanche, que je partage à la fois tous mes doutes et mes questionnements, ça c'est sûr. C'est-à-dire que même sur LinkedIn, je fais des vidéos à l'arrache avec mon iPhone une fois par semaine à peu près. J'ai jamais pété plus haut que mon cul, comme on dit. Tu vois, je dis la vérité. Donc ouais, c'est toujours cette vérité. Quand ça foire, ça foire. On fait vraiment ce qu'on peut dans la vie. C'est compliqué de fuir à la fois le bruit et la douleur. Donc on fait ce qu'on peut. Donc comment on fait ce qu'on peut ? Il y a des recettes, on y va, on voit quels sont ses talents, quels sont les moments où on est fier de soi dans sa vie, on les rapproche de son parcours et on voit qu'il y a des clés, il y a des moments qu'on aurait peut-être dû... Ah, j'ai fait ça, mais j'aurais peut-être dû faire ça. Et ça, c'est des trucs que j'aime bien. Donc moi, je partage. Après, je partage comme un type qui a des hauts et des bas aussi. Donc j'ai jamais prétendu autre chose que ça. Et donc ça, voilà. Tu vois, je vais sans doute faire un nouveau spectacle en septembre 2023 qui parlera de ça. C'est-à-dire le sens des choses qu'on fait et à la fois on tombe, on remonte, on fait ce qu'on peut, quoi. Donc en fait, tu as un rapport à la vulnérabilité qui est très détenu. J'ai un rapport à la vulnérabilité. Je suis vulnérable en fait. Donc j'ai pas de rapport particulier. Je suis comme toi, Virginie, on fait ce qu'on peut. Mais en fait, c'est à la vérité. Tu as bien fait de poser la question. C'est plus à la vérité qu'à la vulnérabilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient me donner ses recettes existentielles, je ne peux pas m'empêcher de me penser que le matin, il a peut-être eu une gastro. Tu vois qu'avant-hier, son fils est revenu avec 0 en cours et qu'ils étaient en colère dans leur famille. Et donc, quand je vois quelqu'un qui me donne des conseils de vie trop sûrs de lui, il y a une alerte radar. Je préfère les gens qui me disent ça, puis juste après qui me disent « Bon, en même temps, c'était pas simple parce que mon fils, puis ce matin, j'avais une gastro. » Là, ça me fait rire. Et le rire crée une espèce de relation intime. D'accord, donc merci beaucoup Cyril de nous avoir rappelé à quel point finalement la vérité devrait être quelque chose auquel nous devrions réfléchir un petit peu plus. Oui, et la gastro, C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un très joli moment avec nous. Et à très bientôt pour la suite. Ceux qui se réinventent sont dans Be Inspired avec Société Générale.